bienvenue dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de neuf Compiègne sur Happiness. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir à vous l'équipe. Bonsoir à tous. Mathis à la technique pour nous accompagner ce soir. Et Aurélie qui nous fait toujours découvrir un peu plus notre belle terre natale avec ses chroniques des lieux insolites. Quoi de neuf aujourd'hui dans le Compiègnois? Au sommaire de cette nouvelle émission de Quoi de neuf Compiègne, je parle pour toi. Sandrine, ton appli chronique, celle qui nous donne le smile, on la retrouve d'ici 45 minutes sur l'antenne d'Happiness. De quoi vas-tu nous parler? Du pouvoir des petits moments. Aurélie est avec nous pour une chronique tout en direct et tout en histoire. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Ce soir, nous partons à la découverte de l'Oise et du Compiègnois sur le grand et petit écran. Jean-Luc, notre journaliste de l'Oise Hebdo, va revenir sur un événement du Compiègnois. Et notre invité ce soir, c'est Guillaume Fournier, fondateur et dirigeant des Secrets de Pierrefonds. Merci d'écouter Happiness, nous avons le plaisir d'être en direct avec vous ce soir, on fait de la radio ensemble. Vous écoutez Quoi de neuf Compiègne sur Happiness. C'est l'invité Quoi de neuf. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bienvenue sur Happiness et merci d'être là. Tu es fondateur et le gérant des Secrets de Pierrefonds. Peux-tu nous parler des Secrets de Pierrefonds? Oh là là, vous avez du temps? Ah, un petit peu. Alors, tout a commencé par une collection. En fait, il y a presque 15 ans, 10-15 ans, je travaillais au château de Pierrefonds. Donc j'étais agent d'accueil, guide, je faisais un petit peu tout. Donc il fallait s'instruire pour pouvoir parler aux gens, leur expliquer des choses. Donc je me suis passionné un petit peu par Pierrefonds. Bon, faut dire aussi que ma famille est originaire du village depuis quelques siècles. Famille Pétrifontaine donc. Famille Pétrifontaine, oui. J'ai fait un peu de généalogie, ça fait 4 siècles qu'on vit là-haut, de père en fils. Moi j'ai eu une petite période de ma famille, ça a duré sur une vingtaine d'années, donc je m'incline. Ah oui. Non, il y a des vieilles familles à Pierrefonds. Et donc voilà, en se documentant, j'ai commencé à rechercher des documents, des cartes postales, des vieux livres, des gravures, des lithographies, enfin bref, des objets divers. J'ai accumulé au cours des 10-15 dernières années une collection phénoménale. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai carrément un musée chez moi, quoi. Et il faut trouver des murs. Donc, je crois que ça m'a pris aux alentours de 2017 où j'ai commencé à chercher un lieu dans Pierrefonds. Mais je voulais prendre mon temps parce que le but c'était aussi de me mettre à mon compte. Et ça faisait longtemps que je voulais me mettre à mon compte. Et donc, après avoir visité, je crois, une quinzaine de biens, j'ai trouvé en 2019 le lieu qui se trouve à 50 mètres devant l'entrée du château. Voilà. Alors je l'ai appelé Les Secrets de Pierrefonds parce que ça date de 2013 où j'avais créé une page Les Secrets de Pierrefonds où, quand je travaillais au château, où je racontais des anecdotes sur le village, sur le château, enfin, pas que sur le château, hein, surtout Pierrefonds. Il s'est passé plein de choses à Pierrefonds. Voilà, beaucoup de choses que les gens ignorent. Et donc, du coup, en 2019, j'ai abandonné mon travail. Alors, moi, j'ai une carrière un peu hétéroclite, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça. J'ai fait un peu de tout. Donc là, cette époque-là, j'étais responsable d'un bureau d'études en chaudronnerie. Donc, je faisais du dessin industriel, voilà. Puis j'en avais marre d'être derrière un bureau. Et puis ma passion était quand même un peu dévorante. Donc, je me suis lancé dans les travaux. Donc, j'ai trouvé donc un appartement au rez-de-chaussée, d'un immeuble. Et puis, ça m'a mis quand même presque 2 ans parce que le Covid est arrivé. Donc, un peu stoppé, un peu ralenti. Et donc j'ai ouvert quand même officiellement le musée de Pierrefonds, que donc j'ai appelé Les Secrets de Pierrefonds, c'est le nom de l'entreprise, au mois de juin 2021. Donc ça va faire 5 ans. Voilà. Donc au départ, il n'y avait que le musée. Il y avait une petite boutique à l'entrée que j'ai mis du temps à agrémenter. Et puis, au bout d'1 an, en fait, le musée avait son petit succès, mais enfin, c'était pas ça, quoi. Hein. Même encore maintenant, d'ailleurs, c'est pire, d'ailleurs. Mais il y a un monsieur qui était vraiment enchanté d'être venu, puis il m'a dit, mais... Parce que je me plaignais un petit peu, voilà, ça décolle pas comme je voulais. Il m'a dit, mais pourquoi vous faites pas un jeu? Un jeu, qu'est-ce que je veux faire comme jeu? Vous savez, les jeux, maintenant, ça attire du monde. Hein. Un jeu d'énigmes, je sais pas. Alors je me mets sur le palier de la porte. Alors depuis le palier de la porte, je vois le château de Pierrefonds. Et je vois une tour en particulier, la tour Arthur.
le roi Arthur, m'a fait un clin d'œil. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que la légende arthurienne, elle est représentée dans le château. Il faut savoir, il y a des salles cachées, mais et le roi Arthur, même si le château est reconstruit, il était présent il y a 600 ans sur le château, d'accord. Et donc je me suis dit, je me permets du coup, parce que nous, pauvres non-initiés que nous sommes, quand on pense Pierrefonds, on pense Napoléon III et Eugénie. Oui, mais ça c'est très parce que c'est les derniers grands noms qui ont œuvré. Alors là, tu parles pour toi, parce que moi, quand je vois le château de Pierrefonds, je vois Merlin. Ah, parce que tu as vu la série. Mais bien sûr, pour moi, c'est la série. C'est vrai que ça m'a fait... Alors, on pourrait dire que je me suis inspiré de la série. J'ai aimé, d'ailleurs, à l'époque, je travaillais au château quand ça tournait. Mais c'est pas tellement ça qui m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, oui, on peut raconter une histoire autour... Parce qu'on vient à Pierrefonds, on veut du médiéval. Oui. Et quelle plus belle histoire que la légende arthurienne. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai mis un temps. J'ai mis quand même près de 8 mois avant de sortir le premier épisode. Donc, le jeu, je l'ai appelé l'enquête du Graal. Voilà. Et donc c'est un jeu qui se déroule, donc c'est un jeu de piste, escape game, qui se déroule en grande partie dehors. Donc les gens doivent partir avec un petit livret que je leur fournis, dans lequel se trouve une histoire. Donc c'est un mélange de l'histoire locale et de la légende arthurienne, où Merlin leur explique ce qu'ils doivent faire. Et donc à la fin de leur circuit, ils doivent revenir au musée et finir le jeu en présence de Merlin. Voilà. Donc ça, c'est un peu la surprise. Alors maintenant que je le dis à tout le monde... C'est plus la surprise. Non, mais enfin... Donc là, le jeu, du coup, ça fait 4 ans qu'il tourne. Enfin, au mois de juin, du coup, ça fait 4 ans aussi. Et j'ai fait jouer déjà 5000 personnes. Ah. Donc le but, mon but caché de ce jeu, c'est de toujours... j'ai toujours en tête le musée, de faire découvrir Pierrefonds. C'est vraiment de faire découvrir Pierrefonds, mais autrement. C'est-à-dire, à travers ce jeu, je prévois au moins 5 épisodes, donc à peu près 5 circuits. Et donc, les gens auront à peu près une dizaine d'heures de jeu à parcourir à travers Pierrefonds. Évidemment, on fait ça progressivement. J'ai des gens qui reviennent tous les 2 ans. Parce que pour l'instant, j'ai 2 épisodes. Je suis en train de finaliser l'épisode 3, là. Ça me prend un peu de temps. Et ça se passe sur la même période historique ou c'est des périodes complètement... sans trop en dévoiler, bien évidemment? Non, mais comment vous dire, le principe, c'est de retrouver le Graal. Mais, comment dire, avant, il va falloir mener quelques quêtes et retrouver quelques reliques. Alors, par exemple, l'épisode 1, je l'ai appelé Merlin, parce qu'on joue avec Merlin, et l'épée du roi. Il faut retrouver Excalibur. Donc là, ça, c'est le jeu qui marche le mieux, parce qu'à la fin, les gens se retrouvent avec l'épée dans la main. Ah oui. L'épisode 2, il est un petit peu plus long, parce que l'épisode 1 est un format d'1h30. L'épisode 2, j'ai voulu faire modifier, voir ce qui pouvait marcher. Donc j'ai fait un format de 2h30. Il marche, mais il faut vraiment être un peu plus aventurier. Je suis en train de retravailler pour le réduire à 1 heure, comme ça j'aurai 2 formats. Et donc là, celui-ci s'appelle Perceval et la licorne au fer d'or. Donc c'est pareil, on part à la recherche du chevalier Perceval et des reliques d'une licorne. Et puis en exclusivité, puisqu'on est là aussi, pour ça, l'épisode 3, ça sera une histoire avec Lancelot. Ça va s'appeler Lancelot, le dragon et la Sainte Lance, où il faudra retrouver entre autres la Sainte Lance, la lance du Christ, vous savez, celle qui a percé le flanc du Christ. Pourquoi la Sainte Lance? Parce que c'est lié directement au conte du Graal, à l'histoire du Graal. Quand Perceval, dans la légende arthurienne, découvre pour la première fois le Graal, c'est un peu un ignorant, il ne sait pas ce que c'est, eh bien, est présentée en même temps à lui la Sainte Lance. Voilà. Donc je m'amuse avec toutes ces histoires. Je vais rechercher des histoires aussi du Moyen-Âge, du XIe siècle même. C'est toujours le Moyen-Âge. Mais j'entremêle un petit peu tout. Voilà. Et si vous voulez, c'est un peu une histoire alternative de la légende arthurienne. C'est un peu, pour même vous expliquer, c'est une boucle temporelle. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, on revient au point de départ. Mais il va falloir faire au moins 10 heures de jeu. Ouais. Et du coup, c'est tout public ou... C'est tout public, oui. Les gens souvent se disent que c'est pour les enfants, mais c'est vraiment... Le jeu de grands enfants. Le jeu, je l'ai réadapté. Vous voyez, par exemple, l'épisode 1, je l'ai modifié plus de 25 fois. Donc il est plus que rodé. Parce que quand les gens revenaient en faisant toujours la même erreur, c'est que l'erreur venait de moi. Donc il n'y a plus d'erreur maintenant. Et donc effectivement, tout âge. Alors je reçois les scolaires, je reçois des groupes d'entreprises, l'autre jour j'ai eu 3 retraités, vous voyez, 3 dames, qui voulaient faire une balade dans Pierrefonds, parce que c'est aussi le but, de découvrir des lieux qu'on ne connaît pas. C'est une façon de découvrir Pierrefonds autrement. Oui. Donc c'est dans tout le village en fait. Alors là, c'est un circuit. Ouais. Ça va être dans tout le village, mais pour l'instant il y a 2 circuits.
Mais ça ne se cantonne pas au château ou, Alors le château c'est particulier parce qu'il faut demander des autorisations, mais ça ne m'empêche pas d'en parler. Oui. Et de l'intégrer à l'histoire, parce qu'il faut savoir que quand on connaît bien l'histoire, il n'y a pas que ce château-là qui a été à Pierrefonds. Il y en a eu 2 autres avant, peut-être même 3. Et donc on apprend beaucoup de choses. Oui, c'est un peu le but. Alors du coup, à la fin aussi, pour les gens qui ont un petit peu le temps, puisque le jeu se finit dans le musée, eh bien, je leur propose pendant 2-3 minutes, 5 minutes, selon le temps qu'ils ont, puis le temps que j'ai aussi, parce que des fois, j'ai des groupes qui se succèdent. Je leur fais un petit historique sur ce qu'ils ont pu voir, sur le château, voilà. Puis ils peuvent profiter du musée aussi à la fin. Voilà. C'est un peu le but aussi. Tout un programme fort il y a intéressant. le musée, mais il y a aussi la boutique médiévale. Voilà, fantastique. oui, alors ça, du coup, avec le jeu, puis la boutique, je ne savais pas trop... Enfin, si vous voulez, au départ, quand j'ai ouvert le musée, j'avais même pas cette idée de jeu, en fait, hein, même de fantastique. Je voulais faire une petite boutique historique, oui, en rapport avec le château. Je ne trouvais rien, en fait, qui me plaisait. Et puis, en trouvant des fournisseurs, on m'a proposé de m'orienter vers le médiéval fantastique. Du coup, c'est une boutique médiévale fantastique et historique. Et donc, ça colle bien, en fait, avec le village, parce qu'on vient à Pierrefonds aussi pour rêver. Donc, voilà, il y a des dragons, il y a des chevaliers, des princesses, des costumes, enfin, des épées, de quoi s'habiller en petit chevalier. Il y a un petit peu de tout, quoi. Et puis, à côté de ça, donc, j'ai la 4e activité. Attendez, je recompte. Il y a le musée, je ne sais plus parce que je fais plein de choses. Donc nous recevons ce soir le couteau suisse de Pierrefonds. Donc on a dit guide, Donc, on a dit oui, Merlin. oui, Merlin. c'est ça. Donc le musée, musée. la base c'est ça. Il y a l'escape game, du coup, Merlin, enfin l'enquête du Graal, la boutique médiévale fantastique, et puis donc les visites guidées que je fais donc depuis. Les visites extérieures uniquement, je fais plus le château depuis 2014. Donc ça, c'est pareil, c'est sur réservation. Et tu arrives à faire tout combiner. Bah oui, parce que tout n'arrive pas en même temps. Oui. Par contre, des fois, c'est un petit peu chaud quand je tiens à la boutique et puis je suis tout seul. Oui. Je tiens à la boutique et puis que j'ai l'escape game. Si vous voulez, les gens partent à l'extérieur. Donc, moi, je reste joignable au téléphone. Je suis à ma boutique. Puis quand ils reviennent, je ferme la boutique pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il faut. Et puis, on finit le jeu ensemble. Et après, je rouvre. Vous voyez. Donc, des fois, c'est un peu la course, ouais. Mais c'est pour une bonne cause, si on peut dire. Oui, ça m'amuse un petit peu. Je pense que tu dois prendre autant de plaisir que les participants. Des fois, ça me fatigue un peu parce que, imaginez quand même, ça fait 5000 joueurs, ça fait environ 400 fois que j'enfile le costume. Alors des fois, le matin, quand je me lève, je ne sais plus qui je suis. Suis-je Merlin ou suis-je moi? Alors je plaisante. Il va falloir consulter à un moment. Ouais, il faut consulter. Quel retour tu as en général des participants? Je pense qu'ils sont plutôt bons. Comment dire, si vous prenez soin de vos clients, si vous leur parlez bien... je suis un peu bavard. Puis on voit que je suis un passionné, on me l'a dit plusieurs fois. Les gens sont contents, il n'y a pas de raison. Bon, des fois, oui, il y a des gens un peu aigris, mais enfin, c'est rare. Oh, il y en a un peu partout, ça. C'est pas propre à Pierrefonds. Oui. Et moi, j'ai une petite question aussi. Est-ce qu'il faut être un historien aguerri pour participer aux escape games? Non, pas du tout. Non. Il faut juste une base, c'est savoir lire. Et puis avoir quand même, je ne vais pas dire des pieds parce que après ça va être une mauvaise blague, mais c'est assez escarpé quand même. Le parcours fait 2 km à peu près, 2 km 4. Ça peut se faire à pied, en poussette, en vélo pour ceux qui veulent, en fauteuil roulant aussi. Fauteuil roulant, c'est... Oui, on me demande souvent, donc ça c'est faisable. Ouais. Très bien. Je vous propose de faire une petite pause et puis on revient tout de suite après. Ouais. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness. Nous sommes de retour sur Happiness avec Guillaume, notre invité pour cette semaine, pour nous parler des secrets de Pierrefonds. Alors Guillaume nous disait qu'il était guide, il était plein de choses, mais surtout Merlin. Et il paraît que Merlin a une voix qui lui est propre. Ouais. Nous, on voudrait bien. Oui, alors, elle apparaît souvent quand j'ai le costume. Et là, il n'y a pas le costume. Il Il n'y a va pas le costume, alors. essayer. Allez. Merlin, essayer, abracadabra, apparaît. Allô, c'est Merlin. Petit changement. Il y a un petit truc. Petit changement. Un petit truc. Ouais.
Alors, moi, j'ai plein de questions, mais vas-y, je t'en prie, j'arrête pas depuis tout à l'heure, Sandrine. Mais ouais, mais je vois que tu es passionnée, Ah ouais, donc bah oui, toi et l'histoire. Pierrefonds, l'histoire, là, j'ai un combo gagnant. Hors antenne, si on peut dire, tu nous disais que tu as une petite nouveauté qui allait arriver, là. Oui, parce que, Que vous tu savez, travailles quand on est à son sur un compte, c'est autre pas toujours facile, surtout avec ce qui se passe économiquement en ce moment. Et puis bon, c'est quand même un projet que j'ai depuis longtemps, même depuis l'ouverture du musée, c'est de créer des beaux souvenirs de Pierrefonds. Donc c'est mon objectif cette année, de faire des choses de qualité, telles qu'on pouvait les trouver autrefois, parce qu'il n'y a plus grand-chose aujourd'hui malheureusement. Et là, moi j'ai quand même la chance d'avoir des archives exceptionnelles, des documents qui ont entre 100, 150, 200 ans. Le plus ancien document que j'ai, il a presque 250 ans. J'ai même... c'est des choses... Les gens, je peux pas tout dire parce que il y a même des choses, je me pose la question si j'ai le droit de les avoir. Mais j'ai des gens de Pierrefonds en fait qui, ça fait quand même 5 ans que je suis ouvert, ils se disent ce gars-là, finalement, on va peut-être aller le voir, il est peut-être intéressant. Et donc on me donne des choses quand même exceptionnelles, hein, des choses qui concernent le château du Moyen Âge notamment, des trucs, voilà. Mais je peux pas tout exposer parce que malheureusement j'ai dû fermer, parce que le musée en lui-même n'était pas rentable, quelques salles. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de ressortir ces archives sur des objets que les gens pourront porter, quoi. Voilà. Donc, tu nous parlais surtout, c'est l'Escape Game. Oui. Donc, 5000 joueurs déjà depuis le début. Oui, c'est ça, j'ai dépassé les 5000 en début d'année. Là. Enfin, donc, la petite nouveauté, elle arrive quand exactement ? L'Escape Game numéro 3, ouais. Je voulais le faire finir juste avant les vacances d'avril, mais j'étais un peu pris de court. Donc, j'ai plus qu'à fignoler quelque chose, mais j'espère qu'au mois de mai, quand je pourrai vraiment me poser tranquillement, parce qu'il faut se concentrer. Parce qu'avec tout ce que tu fais, tu arrives à te poser tranquillement. En fait, il ne faut pas que je sois à la boutique. Il faut la faire tourner quand même un peu. Comme j'ai une descendance qui est un peu tumultueuse, c'est Merlin des enfants. Il faut s'occuper de ça et puis ça prend la tête quand même. Voilà. Donc en tout cas pour cet été ça devrait être oui, l'épisode 3 petit. devrait sortir et puis il va être bien. Enfin, il va être bien. On n'en doute pas. Je dis ça c'est parce que ça fait, mine de rien, celui-là ça fait 3 ans que je travaille dessus. Alors j'ai pas pu le sortir l'année dernière parce que je travaillais sur autre chose. Enfin voilà. Mais il y a quand même des gens qui me suivent et qui ont la patience de revenir, vous voyez. Ouais, donc le projet reste quand on est à Pierrefonds ou est-ce que les gens peuvent... Un jour, il y aura peut-être un projet qui va faire que vous sortez un petit peu de Pierrefonds. J'ai plein d'idées. Je me lance des fleurs. Mais c'est vrai, évidemment, il y a Pierrefonds parce que le jeu, je veux que la quête du Graal se retrouve à Pierrefonds, mais je pourrais imaginer un jeu un peu plus vaste qui se concentrerait plus sur la forêt de Compiègne et même les villages aux alentours. Mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Et puis le problème, c'est que je suis quelqu'un qui est, je pars dans tous les sens. C'est pour ça que je prends du temps pour faire les choses. Donc il faut que je me canalise et puis que j'essaye de finir ça parce que il y a encore 2 épisodes à écrire derrière, au moins. Donc rendez-vous dans 2 épisodes. Voilà. Et là, si quelqu'un veut faire un escape game, par exemple, demain je dis à Aurélie, allez viens, on va s'organiser ça. Ouais. Comment les gens peuvent... il y a soit sur le site internet lessecretsdepierrefonds.fr, soit en m'appelant directement. Voilà. Il y a un nombre minimum et maximum de participants par session. Alors il y a un nombre maximum de 15. 15 par session. Hein. Après, si les gens sont 20, 30, parce que j'ai déjà reçu des groupes scolaires de plus de 200, là, je scinde les groupes, de toute façon. Et donc, je fais des départs différés de 20 minutes minimum. Et puis, en minimum, non, il n'y a pas de minimum. Et ça prend combien de temps, du coup? C'est 1h30 en général? Donc, l'épisode 1, qui tourne le plus, c'est 1h30. Ouais. L'épisode 2, 2h30, là, c'est pour ceux qui ont un peu plus de temps. Et avec un peu plus de difficulté? Il est un petit peu plus difficile, celui-ci. Ouais. Je vous dis, c'est que j'avais voulu essayer un petit peu autre chose. Il marche quand même, mais moins que l'autre, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de tarifs, du coup, en oui, moyenne? Oui. Là, pour l'instant, les tarifs... j'ai un tarif minimum de 50 € pour un groupe de 1 à 3. Oui, ça fait à peu près 15-16 € par personne. Ça reste il y en a qui se payent, mais enfin, un escape game, c'est 20-25 € par personne. Oui. Là, en plus, ça se déroule en
repartez à l'extérieur, vous prenez le temps de vous balader. Et puis vous avez la chance de rencontrer Merlin quand même, c'est pas tous les jours. Ouais, ce Merlin pour 15 €. Rien que pour voir Merlin à la fin, Voilà. il faut le faire, il faut le tenter. Du coup, ça peut être aussi une activité intergénérationnelle, parce que si Ah j'ai oui, bien mais compris, c'est adapté mais de c'est- 7 à 77 ans et plus. Oui, donc. c'est ça. Ce qui est rigolo, c'est que même les entreprises, souvent il y a des, Les CSE. on me contacte pour que les gens s'entendent un petit peu mieux. Alors c'est rigolo parce qu'au départ, on voit je sais pas, 15 personnes qui arrivent, ils se connaissent pas trop, on voit que c'est un peu froid entre eux. Puis quand ils reviennent, au bout d'une heure et demie, alors là ça rigole. Hein, Là, c'est une façon de découvrir ses c'est, collègues ouais, autrement. ouais. Ouais, Ah, hors, ouais. en lieu de C'est travail. rigolo d'ailleurs le contraste qu'il y a entre le départ et l'arrivée. Et même les groupes familiaux, les amis, là, j'avais des anniversaires aussi, souvent j'ai des anniversaires. Enfin, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, j'ai trouvé quelque chose qui concerne tout le monde, enfin ça touche tout le monde. Oui, quoi. ça attire toute Bon, génération. Bah, puis je pense Pierre qu'avec Fond. la télé, Déjà, le lieu, voilà. entre la série Merlin et puis c'est vrai que la série Camelot, Alexandre Astier, c'est vrai que la Oui, quête bah, du Graal, tout ça, bah, ça puis- tout le D'ailleurs, monde en Alexandre, entend. il aurait pu venir tourner quelques scènes à Pierrefonds. Exactement. Je trouve que c'est un peu Donc, abusé. si de rester- Alexandre nous entend, je C'est crois vrai. qu'il y a des films en préparation. Bah, il y a le tome 3 de Camelot. On peut faire quelques scènes sur Pierrefonds avec grand oui, plaisir. bah, qui vient Alexandre. voir Merlin. Voilà. Eh oui. C'est Exactement. une potion magique pour lui. Mais de Alors, toute moi, façon... pardon, allez-y. excuse-moi. Est-ce que tu n'as pas déjà eu la réflexion que moi je t'ai faite? Parce que Pierrefonds, vraiment, dans le Compiègnois, c'est Napoléon III et les séries et Eugénie. Oui. On t'a jamais dit, mais pourquoi que vient faire Merlin? Pourquoi Mais pas oui, Napoléon? mais, c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui, mais il n'y a parce pas que moyen d'avoir une petite apparition, il n'y a pas petite dédicace à cette période? Ah, de Napoléon III. C'était quand même une période fastueuse. Je fais un petit peu intervenir. Bah, je ne veux pas tout défulguer. Non, pas tout, Mais je mélange pas mal de choses dans l'histoire. D'accord. Voilà, parce que Merlin, en fait, il est, en gros, je vous raconte pas toute l'histoire, mais il est prisonnier depuis plus de 1000 ans à Pierrefonds. Ah, donc il il les a a vu traverser rencontrés. les âges. D'accord. Voilà. Et donc il s'est passé des choses. Il a vu l'évolution du village, la reconstruction du château. Donc on peut mélanger toutes les époques, vous voyez. Magnifique. Voilà. Là, j'ai... Il a vu succéder beaucoup de monde. Ah, exactement. Voilà. Bah oui, hein, si- Ouais, ouais. Un vieil homme, c'est pour ça qu'il est du haut de son grand âge, il a eu quelques rencontres quand même dans sa C'est vie. ça. Mais c'est effectivement quand on vient à Pierrefonds, alors bon, ceux qui connaissent pas ont l'idée d'un village du Moyen-Âge. Après, quand on va au château, on se rend compte que c'est vraiment un château du 19e. Mais même le village, en fait. Le château n'aurait pas existé si la station thermale donc, de Pierrefonds-les-Bains Oui, c'est ce avait que- été construite dans les années 1840. Pour rappeler aux auditeurs 47. qu'effectivement, avant, c'était Pierrefonds-les-Bains, C'était une ville thermale. que les dames venaient faire leur Voilà. cure. Et sans ça, Napoléon terme III de se serait Petit-Fontaine. probablement pas intéressé. Alors évidemment, il aimait bien l'architecture, l'histoire, mais ça serait peut-être pas intéressé autant à Pierrefonds. S'il n'y avait pas eu les termes, non, parce que Oui. c'était de, comment on peut dire, de coutume à l'époque. C'était la mode. Voilà, c'était la mode. L'impératrice adorait ça. Voilà. C'est grâce à Eugénie quand même que tu existes quelque part, qui a remis Oui. Pierrefonds au goût Bah du non, jour. on est là depuis et 400 voilà. ans. Alors, j'ai dit. Ouais. On fête son bicentenaire de naissance cette année. Ah bon? Oui. Parce que là, en 2020, on a fêté le centenaire de sa disparition. Oui, mais c'est son bicentenaire de sa naissance Ah bah, cette je année. savais pas. Et voilà. Vieille On en dame. apprend tous les jours. Tout Merlin que tu es, tu vois, tu en apprendras Ah tous oui, les mais jours. quand Merlin, même. il oublie les choses. Bon, et du coup, à part ces petites choses en souvenir que tu aimerais proposer, est-ce qu'il y a d'autres projets dans un Oh plus non, mais faut. ou moins long terme? Je vous dis, il faut que je me canalise parce que des idées, j'en ai tout le temps. Et puis, il y en a beaucoup qui foirent, hein, quand même. Quand même. Ah, on n'arrive jamais à marquer dès le premier essai. Non, mais il faut que je me canalise sur les jeux. Parce que c'est pas facile de concevoir toute une histoire, de réinventer la légende arthurienne. Parce que si, j'ai d'autres projets. Il y a un projet qui est vieux comme tout, c'est le Alors, livre de Pierrefonds. Du coup, on va laisser un peu de mystère et ça fera part à une autre émission. Et moi, je tiens à te dire merci Aurélie parce que tu as mené cette interview à bras le corps. Ça s'est senti. Je vois c'était un ah mais sujet vous qui- étiez tellement passionnés l'un et l'autre à vous renvoyer la balle. Moi, j'ai admiré ce dialogue. Merci en tout cas. Enfin, merci. Toute l'info avec Jean-Luc. Ils étaient une fois encore plus de 5000 à arpenter les allées du 4e marché de l'histoire, un rendez-vous qui avait pour cadre le Tigre de Marny-les-Compiègnes et que l'on doit à l'Association pour l'Histoire Vivante. Ce marché, c'est un peu une invitation à voyager dans le temps et dans les méandres d'un passé qui s'étend du Moyen-Âge
à la dernière guerre, mais aussi et surtout qui permet aux passionnés de cultiver leur savoir sur les périodes de notre histoire. Une façon peut-être de mettre de côté notre présent et ses agitations pour vivre un moment dans ces temps anciens. C'est d'ailleurs la même passion qui anime l'organisateur de ce marché compiègnois de l'histoire, Christophe Dargère, directeur de l'Association pour l'histoire vivante, qui a la charge de mener à bien cette manifestation qui demeure l'une des plus importantes du genre en France. Christophe Dargère. Messire, j'ai envie de vous appeler Messire puisque il est question d'histoire sur ce terrain. Le marché d'histoire, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse aux passionnés d'histoire déjà, comme son nom l'indique, aux passionnés d'artisanat, parce qu'il y a beaucoup d'artisans d'art, et également au grand public, puisqu'on a quelques animations, on a de la musique, on a des combats en armure, on a des véhicules militaires, et puis voilà, on peut manger à l'ancienne également, et puis se balader dans les échoppes d'artisans. Parce que ça s'adresse aussi quand même j'allais dire presque aux professionnels, c'est-à-dire aux gens qui organisent des spectacles, ou par exemple les communes, des choses comme ça ? Oui, tout à fait. Alors, il y a pas mal, par exemple, de propriétaires de sites historiques qui viennent pour décorer leur salle, donc du mobilier, de la verrerie, des choses comme ça. Et puis, effectivement, des organisateurs de manifestations ou de spectacles qui ont besoin, effectivement, de costumes et d'équipements. Mais c'est pas uniquement, entre guillemets, du costume, c'est aussi de la prestation. Alors là, on est plus sur le marché de l'histoire, c'est-à-dire que on est vraiment principalement sur de la vente de produits. Effectivement, en novembre, on a le Food Histoire, où là, effectivement, on a une partie festival du spectacle historique. Et là, effectivement, on a un certain nombre d'exposants qui vendent leurs prestations. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, et vous êtes bien placé pour le savoir, que l'histoire a le vent en poupe, si je puis m'exprimer comme cela, que ça marche de mieux en mieux ? En fait, je pense que c'est dans l'imaginaire. Je pense que les gens actuellement ont besoin de rêver un petit peu, et effectivement, tout ce qui est historique fait un petit peu rêver, même s'il y a des périodes sombres dans l'histoire, faut pas se le cacher. Mais c'est vrai que souvent, effectivement, on va se raccrocher entre guillemets aux choses qui font un petit peu plus rêver. Donc voilà, les nobles dames, les chevaliers, on occulte un petit peu, et heureusement un petit peu les périodes un peu plus sombres. Quelle est votre période historique préférée à vous ? Alors moi, pendant longtemps, j'ai fait de la reconstitution historique et médiévale, et en particulier 11e siècle, Hastings par exemple, et 15e. Et c'est toujours dans un coin de votre tête, vous n'êtes pas seulement organisateur de manifestations ? Oui, je suis toujours passionné, effectivement. J'ai plus le temps, effectivement, clairement, de faire de la reconstitution historique, mais puisque je fais beaucoup d'organisations historiques, mais c'est vrai que c'est toujours une passion. Oui. Oui, parce que cette manifestation qui est à Compiègne aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'elle voyage. Vous êtes aussi à d'autres endroits tout au long de l'année, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc du coup, comme je l'expliquais, on est 2 fois à Compiègne, donc le marché de l'histoire en avril et puis Food Histoire en novembre. Et on a effectivement un marché de l'histoire qui a eu lieu il y a 3 semaines à Orange, pour le sud de la France. Et on en a un également au centre de l'Allemagne, à Kassel. Est-ce qu'il y a des différences entre ces marchés ? Le public a-t-il des aspirations différentes ? Oui, alors effectivement, sur Food Histoire en novembre, on a, comme on l'a dit précédemment, effectivement, on a beaucoup plus d'animations et de prestataires de spectacles. Donc il y a énormément d'animations en novembre. Et puis effectivement, en Allemagne, effectivement, le public allemand va avoir des attentes un petit peu différentes. Oui, tout à fait. Oui. Parlons de l'organisation. C'est quand même une grosse machine, j'ai envie de dire. Bon, vous êtes rodé, mais quand même, il faut combien de temps pour mettre en place ce type de manifestation ? On s'y prend toujours 1 an à l'avance. Donc, c'est-à-dire que dès lundi, on va souffler un petit peu. Et les dates, par exemple, pour l'année prochaine sont déjà fixées. Et puis, dès lundi, on va recommencer effectivement à voir ce qu'on met en place pour l'année prochaine, quoi. Or, vous n'êtes pas une armée, là, c'est le cas de le dire. Vous n'êtes pas vraiment une armée pour pouvoir organiser tout ça ? Alors, à l'association, on est un professionnel permanent, moi. Après, on a une équipe de 4 ou 5 intermittents du spectacle, donc professionnels. Et à côté de ça, on a une 40aine de bénévoles. Donc là, sur la manifestation, on est plus d'une 40aine. Et donc voilà, donc il y a du monde, oui. Et pareil, il faut trouver les salles. Ici, c'est bien, il y a le Tigre, mais c'est pas toujours évident puisque c'est très grand. Combien vous avez d'exposants ? Là, on a 260 exposants à peu près, donc dans 2 bâtiments, le bâtiment principal du Tigre et puis le bâtiment secondaire, et puis pas mal d'extérieur, effectivement. Ouais. Et justement, le public, lui, il vient chercher quoi ? Un petit peu de tout ? Ou vous savez un petit peu s'il y a des choses particulières qui l'attirent ?
plus particulièrement justement? Oui, toute la partie, parce que nous, effectivement, nos exposants vont de la préhistoire jusqu'au XXe siècle. C'est vrai qu'il y a énormément de visiteurs qui viennent plutôt pour la partie médiévale, mais pas que. Donc voilà. Oui, l'histoire plus récente. On va pas me dire, il y a les deux guerres, etc. Est-ce qu'elle a toujours quand même un peu de droit de cité? Est-ce que ça plaît? C'est plus le médiéval qui a qui tient la tête. Oui, c'est souvent le Moyen-Âge, effectivement, qui a vraiment le vent en poupe depuis plusieurs années, puis je pense que c'est parti pour durer. Mais là, par exemple, on a 2 compagnies napoléoniennes qui sont là et qui, effectivement, sont de Compiègne et qui viennent régulièrement, et ça plaît également au public, effectivement. Prochain rendez-vous, c'est donc en novembre. À Compiègne, ça sera en novembre, les 14 et 15 novembre pour Food Histoire, le festival du spectacle historique. C'est donc un directeur heureux que nous avons pu rencontrer et Christophe Dargère devrait l'être à nouveau au cours du mois de novembre à l'occasion du second rendez-vous annuel de l'association qui cette fois porte sur les compagnies qui proposent des spectacles ou des animations dont le point commun est bien entendu la passion des temps anciens, comme le laisse entendre d'ailleurs son titre, Food Histoire. Les lieux insolites. Chers amis, bien le bonsoir. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage vers la grande toile et le petit écran. Je vous propose de découvrir les lieux de tournage des films ou séries dans l'Oise. Que ce soit des productions françaises ou étrangères, l'Oise et notamment le Compiègnois sont des sources de décors naturels et historiques, connus et reconnus. En 100 ans, ce sont plus de 300 films et séries qui seront tournés en Isarie. L'un des premiers que j'ai recensé est un film muet américain, Madame sans gêne, tourné en 1924 au château de Compiègne. Allez, une petite devinette. Sauriez-vous me donner le point commun entre Cancun au Mexique, Abu Dhabi et notre beau département? Le soleil. C'est tout à fait ça. Eh bien, ce sont les 3 lieux choisis par Tarek Boudali pour le tournage de 3 jours max en 2023. Et si je vous dis My Name is Bond, James Bond? Personne? Eh bien, c'est le château de Chantilly qui a vu Roger Moore œuvrer lors du tournage de Dangereusement Vôtre. En 1993, le lycée Saint-Vincent de Senlis recevait la bouleversante Isabelle Adjani lors du tournage de La Reine Margot. Senlis qui a reçu également le casting de L'aile ou la cuisse. Et 3 ans auparavant, Montjavoux, dans le Vexin, recevait Louis de Funès pour le tournage de Rabbi Jacob. Plus récemment, Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne, 5 fois césarisé, a également été tourné dans la cité senlicienne. C'est l'un des tournages les plus célèbres de l'Oise. Le réalisateur Jean-Marie Poiré avait posé ses caméras au château d'Ermenonville, transformé en château Montmirail époque contemporaine pour le film culte Les Visiteurs. Notre territoire était particulièrement à l'honneur au long du métrage auprès de 14 millions de spectateurs en salle en 1993. Puisque la scène où Jacouille la fripouille cherche les bijoux cachés dans une statue a été tournée à l'abbaye royale de Chaly. Le patrimoine historique et naturel de Gerberoy a aussi été le théâtre de tournage, comme en 2017 pour le film Le Retour du héros avec Jean Desjardins. Les paysages de l'Oise ont aussi été mis à l'honneur par Jean-François Richer pour le film L'Instinct de mort, premier volet du biopic sur l'un des truands les plus célèbres, Jacques Mérine, interprété par Vincent Cassel. La production avait craqué pour une clairière d'1 hectare nichée dans la forêt d'Ermenonville afin d'y tourner l'une des scènes les plus époustouflantes du film, l'attaque du pénitencier canadien de Saint-Vincent-de-Paul. Parmi les autres tournages emblématiques dans l'Oise, on peut noter Un long dimanche de fiançailles à l'abbaye royale de Moncel, de Bonpoint, Le jour le plus long, Vidocq à Chantilly, ou encore L'homme au masque de fer et Jeanne d'Arc au château de Pierrefonds. D'autres châteaux de l'Oise ont marqué certains classiques du cinéma français. Celui de Raret, transfiguré en un lieu fantomatique et oppressant dans La Belle et la Bête de Cocteau en 1946, et le château d'Ermenonville, qui a servi au tournage de Arlette de Claude Zidi et de Belle Maman avec Catherine Deneuve et Vincent Lindon. Une des villes isariennes les plus préconisées, c'est Chambly, avec plus de 40 tournages de films et de téléfilms ainsi que de séries, dont les plus connus Force Hagan, Angélique et le Roi, Beaumarchais-la-Saulan, la série des Nicolas Le Floch, Palais Royal et plus récemment Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan et Milady en 2023. Et Compiègne dans tout ça. Compiègne est devenue au fil du temps, de par sa proximité de la capitale, un patrimoine historique intact d'une terre de tournage. Voici une liste non exhaustive et pas forcément chronologique des plus célèbres films tournés en ces lieux.
En 1971, Les Mariés de l'an 2, avec un casting fort sympathique, puisqu'à l'affiche on retrouve Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel, Marlène Jobert, je vais y arriver, et Patrick Dewaere. Rien que ça. La Reine Margot en 1994, avec Isabelle Adjani. Les Trois Mousquetaires, l'épisode d'Artagnan et Milady en 2023. Chasse gardée 2 en 2025, dont il me semble avoir reconnu quelques figurants, n'est-ce pas Sandrine ? Je ne sais pas si on me voit vraiment dedans, mais bon. Oui, on sait que tu y es. On sait. Et pour nos auditeurs initiés, n'oublions pas de citer le tournage du clip de Till Lindemann, chanteur du groupe allemand Rammstein dans les rues compiègnoises en 2025. En 2023, c'est l'équipe de la célèbre Capitaine Marlowe qui posait ses valises à Gouvieux. Cette même année, l'équipe d'HPI tournait un épisode à l'ancienne maison d'arrêt de Compiègne. Notons également que les haras de Compiègne ont servi au tournage du Bal des Folles en 2021. Le château de Pierrefonds n'est pas sans démériter après avoir accueilli l'équipe de Versailles et de Merlin. Et côté cinématographique, à beau palmarès également, Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, Jeanne d'Arc de Lubesson, Podane en 1970, ainsi que Papy fait de la résistance. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de suivre notre beau département à travers des films et je vous dis à bientôt. La chronique de Sandrine. Salut la team! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important, quelque chose qui souvent passe inaperçu dans nos vies bien remplies, les petits moments. Ces instants simples, fugaces, qui pourtant ont un pouvoir immense sur notre quotidien. Ce sont eux qui souvent forment les souvenirs les plus précieux et qui, à leur manière, peuvent changer notre humeur, notre journée et même parfois notre vie. Les petits moments ne demandent rien. Ils sont là, souvent invisibles, et pourtant, ce sont eux qui font la magie de la vie. Prenez un instant pour y penser. Un sourire échangé avec un inconnu dans la rue, un regard complice avec quelqu'un de votre famille ou même un petit geste de gentillesse, comme tenir la porte pour quelqu'un. Des gestes si simples mais qui, à leur manière, nous rappellent qu'il y a encore de l'humanité, de la chaleur dans notre monde. C'est étonnant comme ces moments peuvent transformer notre journée. Un sourire, un simple mot, une attitude bienveillante, on ne s'en rend pas souvent compte. Mais cela a un impact. Cela peut rendre une journée morose un peu plus lumineuse. Cela peut même faire naître un sourire en retour. Et parfois, un sourire suffit pour alléger une journée difficile, pour rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Un petit geste, une petite attention et l'atmosphère autour de nous change. Il y a aussi ces moments de partage, les conversations qui n'ont pas forcément de but précis. Vous savez, ces discussions légères, celles où les mots se tissent naturellement, où vous vous retrouvez à échanger sans pression. Que ce soit avec un ami, un collègue ou même un inconnu, ces échanges sont comme des petites évasions au quotidien. Ils nous rappellent qu'il n'est pas nécessaire de toujours chercher à être productif, à remplir nos journées de grandes tâches. Parfois, l'essentiel est juste là, dans cette connexion humaine, dans cette fluidité de mots. Mais au-delà des moments partagés avec les autres, il y a aussi les petits moments en solo, ceux que l'on vit seul, mais qui ont pourtant une énorme valeur. Ceux où vous prenez quelques minutes pour vous poser, pour respirer, un café du matin, un instant suspendu où rien ne semble pressé, où vous êtes juste là, dans l'instant présent. C'est un moment simple, mais c'est aussi un moment pour vous poser, pour respirer. Ces petits moments de tranquillité sont essentiels pour garder l'esprit dans un monde souvent frénétique. Ces instants peuvent aussi être des moments de contemplation. Marcher dans la rue sans but précis, s'arrêter un instant pour admirer le paysage ou simplement écouter le bruit de la pluie contre les fenêtres. Ces petites respirations dans la journée, ces petits moments où on laisse de côté la course contre la montre et où l'on s'octroie quelques secondes pour observer ce qui se passe autour de nous. Ces petites choses qui nous entourent, ces instants que l'on aurait tendance à ignorer, ils sont en réalité les plus importants. Ce sont eux qui nous rappellent que la vie est faite de petites parcelles de bonheur, souvent invisibles, mais là, juste devant nous. Peut-être que dans quelques années, vous vous souviendrez plus d'un déjeuner en famille où vous avez ri ensemble que de vos réunions de travail. Ou peut-être que ce moment... Je me suis perdue. Reprends. Ou peut-être que ce seront ces instants passés à regarder un coucher de soleil, ces moments où l'on est juste là, sans rien faire, mais complètement présent, qui resteront gravés dans notre mémoire. Car ce sont ces petits moments qui nous rappellent que la vie est aussi faite de petites pauses nécessaires pour se sentir vivant. Ces instants fugaces
pourtant si puissants, ont cette particularité, ils ne demandent pas d'efforts, ils sont là, gratuits, à portée de main, et pourtant on a souvent tendance à les laisser filer, pris dans le tourbillon de la vie moderne. Mais si on prend quelque temps, le temps de les saisir, de les apprécier, on se rend vite compte qu'ils ont un pouvoir immense. Ils peuvent changer une journée, une humeur, mais surtout, ils nous rappellent à quel point la vie peut être belle, même dans sa simplicité. C'est pourquoi il est important de s'arrêter de temps en temps, même si ce n'est que quelques minutes, pour observer ces petits moments de bonheur qui se cachent dans chaque journée. Parce qu'en fait, ces petites choses nourrissent notre âme, elles nous relient les uns aux autres et elles nous rappellent que la magie réside souvent dans les détails. Alors, la prochaine fois que vous vivrez un de ces instants simples, n'hésitez pas à vous arrêter. Sentez la magie du moment. Appréciez, car ce sont eux qui, à la fin de la journée, font la véritable richesse de notre existence. Et souvenez-vous, dans les grands livres de nos vies, ce sont souvent les petits chapitres qui font toute la différence. Et ma baguette, elle aussi, elle fait ces petits moments. Malheureusement, je les ai oubliés, du coup, j'ai une citation de Confucius pour vous. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. C'était Sandrine, merci de m'avoir écouté. En attendant, gardez le smile. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de neuf Compiègne sur Happiness. L'émission touche à sa fin. On n'oublie pas chaque jour le réveil Happiness dès 7h avec Kevin et ses chroniqueurs du matin, de retour à la rentrée. Merci d'avoir passé cette dernière heure en notre compagnie. Merci à toi Sandrine, à Mathis à la technique, ainsi qu'à toute l'équipe d'Happiness. Et merci pour votre confiance. Merci d'être resté à notre écoute sur Happiness. On vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, en attendant la semaine prochaine, gardez le smile. L'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de neuf Compiègne sur Happiness.